Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir si nombreux. Donc c'est Jérôme Collin que vous connaissez bien entendu qui va... Bonsoir à tous et merci effectivement d'être là. Riyad Sattouf, Liège, Liège, Riyad Sattouf. Riyad, on va refaire votre carrière, ces temps forts, parler de par là où tout commence, hein, l'enfance, l'adolescence, qui est l'âge auquel vous êtes vous aussi visiblement bloqué, celui qui vous fascine, vous intéresse, vous questionne le plus dans votre carrière. On va parler du cinéma évidemment avec ces deux films. On va parler des parutions plus récentes qui sont à mes yeux en tout cas de purs chefs-d'œuvre que sont L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther. Peut-être commencer là où tout commence, l'enfance et peut-être la découverte des livres, parce que faire du livre sa vie, c'est pas quelque chose d'anodin finalement. C'est quoi votre premier souvenir dans lequel vous tenez un livre en main et vous y tirez du plaisir? Eh bien, j'ai en effet ce premier souvenir, c'était un de Rackham le Rouge que m'avait offert ma mère. Alors à cette époque-là, on habitait donc dans un petit village en Syrie, donc qui était situé à côté de Homs. C'était un village paysan musulman où il n'y avait absolument aucun livre, il n'y avait aucune bibliothèque, il n'y avait les seuls livres à peu près disponibles qu'il y avait, c'était des éditions différentes du Coran. Il y avait quelques livres à Homs, mais qui étaient en arabe, donc moi je parlais pas. C'était vraiment le marché du livre était très. C'est ma grand-mère bretonne française qui m'envoyait des livres, et le premier qu'elle m'a envoyé, c'était le Trésor de Rackham le Rouge de Hergé. Et je me rappelle très très bien avoir été tout de suite fasciné parce que je savais pas lire les textes, je savais être fasciné par la clarté et j'ai tout de suite compris que les images se suivaient et que c'était une histoire à se suivre de gauche à droite comme ça. Voilà, donc j'ai lu ça pendant très longtemps et un jour en fait j'ai découvert, parce qu'on me l'avait pas dit, mais j'ai découvert que c'était une personne qui avait fait ces albums. Parce que moi je pensais que c'était comme le Soleil ou le ça existait, un point c'est tout. Voilà, que c'était quand j'ai appris qu'on pouvait faire des dessins, inventer une histoire comme ça, j'ai tout de suite eu envie d'en faire ma vie en fait. C'était vraiment très très tôt. Ah oui, d'en faire ma vie, c'est-à-dire que vous avez pu évoquer l'avenir, ce qu'un enfant ne fait pas, hein, ou un adolescent ne fait pas, ils n'évoquent pas l'avenir. Vous vous souvenez d'avoir déjà évoqué la possibilité? Très très jeune, vers 6-7 ans, je me rappelle, je faisais des bandes dessinées très ambitieuses, d'aventures, avec des histoires très compliquées, mais complètement inintéressantes, parce que j'avais rien vécu, je ne connaissais rien. Mais donc je faisais des petits personnages, je faisais une fausse couverture, je mettais mon nom, enfin j'avais déjà un ego surdimensionné à cet âge-là. Et j'adorais aller voir ma mère, lui montrer le livre que j'avais fait avec... Donc elle me félicitait, etc. Mais j'étais persuadé qu'un jour je ferais des livres. C'était mon... Ça c'est la bande dessinée. Alors le territoire de l'écriture, évidemment, il va du journal intime au roman, en passant par l'essai, la bande dessinée. Il y a tellement de formes, au scénario, évidemment, de cinéma. Vous, ça a été d'évidence la bande dessinée. Mais est-ce qu'il y a des romans, par contre, que vous avez lus dans votre plutôt adolescence, évidemment, les romans, qui vous ont marqué, ou c'est un langage finalement qui vous est relativement étranger, ou en tout cas qui ne vous capte pas? Non, j'ai beaucoup lu. Alors quand j'étais ado, je lisais toutes sortes de choses. Je lisais des romans d'horreur de Stephen King, des romans de science-fiction, etc. Et je crois que j'ai quand même eu un choc quand j'ai lu, alors que c'était aussi un auteur qui était un peu étudié à l'école en France. On avait l'un de ses livres à lire qui m'avait pas passionné parce que j'ai découvert ces reportages. Plutôt, c'était Joseph Kessel. Qui m'a marqué parce que, en fait, assez tôt, même vers 15-16 ans, j'ai eu le sentiment qu'il décrivait le monde comme il était sans prendre de pincettes. Alors, il se trouve que l'expérience qui a été la mienne au Moyen-Orient, la vie que je raconte dans l'Arabe du futur, dans mes bandes dessinées, j'ai souvent essayé de la partager avec
d'autres personnes avant de faire les livres, qu'on avait souvent du mal à me croire, où on me disait t'exagères, ou c'est pas comme ça, ou mon grand-père est allé en vacances en Syrie, il a trouvé ça merveilleux, etc. Et donc j'avais beaucoup de mal à transmettre ça. Et quand j'ai découvert Kessel, j'ai vu notamment il avait fait un reportage, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un de ses reportages les plus célèbres où il part à la recherche des derniers esclavagistes en Guinée. Et donc il fait tout un reportage où il suit des marchands d'esclaves arabes je crois que c'est avant-guerre. C'était un reportage extrêmement impressionnant que quand on revoit aujourd'hui ce qui se passe en Libye avec la traite d'êtres humains et tout, qu'on se dit que à l'époque, il témoignait déjà de ça en fait. Et ça m'avait fortement marqué. Je me suis dit mais moi j'ai envie de faire ça aussi, de parler du. Je vais passer vraiment pour quelqu'un de complètement avec un mégalomane, mais je me suis dit j'avais envie aussi de parler du monde comme lui il le faisait. Je trouvais ça intéressant de parler de ce qu'on voit, et même des choses qui peuvent être très négatives ou très très dures ou voilà, je voulais vraiment ça m'a fortement marqué, je me rappelle. Là, il y a le langage de la BD. Dans Hergé, je comprends naturellement comment on lit la BD. C'est un langage qui me parle tout de suite. Chez Joseph Kessel, il y a le fait de parler du monde tel qu'il est. C'est évidemment important. Ce dont on a parlé, évidemment, c'est la découverte du dessin. Ça va être capital chez vous. Alors on sait que tous les enfants dessinent, quand on leur donne un papier et un crayon, très naturellement, c'est un geste que nous possédons en nous, c'est probablement dans notre ADN. Ce qui est de plus inquiétant, c'est que quand même, visiblement, vers 12-13 ans, je ne sais pas, est-ce que c'est l'apparition de la puberté ou pas, je n'en sais rien, mais on arrête de dessiner, la plupart d'entre nous, pour toute notre vie, alors que ça a été un geste naturel quand on était enfant. Je tiens donc les auteurs de bande dessinée et les dessinateurs pour des gens à part. Pourquoi donc, à 12-13 ans, à l'apparition de la puberté, n'ont-ils pas arrêté de dessiner? En quoi le dessin est une chose à ce point puissante pour vous? C'est jouissive. Oui, c'est vrai que c'est parce que ça a été très tôt un élément vecteur d'intérêt. Enfin, disons que c'est ce que j'ai aussi raconté dans l'Arabe du futur, c'est que quand j'étais enfant, un jour, j'ai fait un petit dessin comme ça d'un bonhomme, et ma grand-mère française a vu ce dessin. Je devais avoir 2-3 ans, et elle a tout de suite trouvé que c'était un dessin complètement génial. Elle m'a dit mais t'as dessiné Pompidou, parce qu'à l'époque Pompidou était le président, c'était quelque temps avant, était le président français. Donc t'as dessiné Pompidou? Alors je la regarde, puis je trouvais que ce mot était marrant, Pompidou, et je lui dis ah oui. Enfin, oui. Et donc elle me regarde, genre, à 3 ans, il sait qui est Pompidou. Alors elle prend le dessin, elle va voir mon père, qui lui adorait les hommes politiques, elle s'intéressait beaucoup à ça, et puis il dit, t'as vu ce qu'il a dessiné? Il a dessiné Pompidou, ton fils. Et puis mon père regarde le dessin, il dit, ah mais oui, on reconnaît sa sale gueule, et tout. Puis alors, il m'appelle, et puis il me dit, viens là, qu'est-ce que t'as dessiné? Et comme je les avais entendus répéter 10 fois Pompidou, j'ai fait Pompidou. Et alors là, en fait, ça y est, j'étais un génie. Notre fils est un génie. Voilà, j'étais un génie absolu. Et en fait, c'est surtout que j'ai lu dans leurs yeux ce regard du génie. Donc après, pendant des années, j'ai dessiné des Pompidou. Mais c'est vrai que le dessin a été, très tôt, un moyen d'avoir l'intérêt des autres. Alors l'intérêt de ma famille, de passer pour quelqu'un d'un peu exceptionnel, c'est-à-dire quand on me présentait, on me disait « Ah non, mais Riyad, il est incroyable, parce que déjà, c'est un dessinateur incroyable, il dessine hyper bien. » Et alors on me présentait tout le temps comme ça, comme quelqu'un vraiment. En plus, ma grand-mère, vraiment, elle était complètement admirative de moi. Donc dès qu'il y avait un reportage à la télévision sur Picasso, elle disait mais tu dessines mieux que lui, regarde-moi celui-là. Ces trucs là avec ces triangles et ces machins. Quand tu penses avant des millions, ça. Et alors, je me rendais bien compte que le dessin me rendait un peu à part. Quand je me suis retrouvé à l'école, c'était pareil. J'étais le dessinateur, donc. Je dessinais des petits bonhommes marrants, je faisais des petits trucs pour les autres, etc. Donc je suscitais un intérêt. Et quand est arrivée l'adolescence, le dessin est devenu un refuge, en fait. C'est-à-dire, comme j'avais des problèmes des problèmes comme beaucoup d'adolescents, mais j'étais inhibé, timide, etc. J'avais des désirs qui n'étaient pas toujours en accord avec mes possibilités
de cet âge-là. J'étais envahi par des hormones de manière un peu brutale et je ne savais pas comment les... Donc j'ai tout rentré en moi et je passais mes soirées entières à dessiner. J'ai fait des pages de BD, des pages de... J'étais persuadé qu'un éditeur allait finir par se rendre compte que j'étais un super auteur à 14 ans et qu'il allait me dire « c'est bon, tu peux arrêter l'école, je te publie ». Et en fait, ça n'est jamais arrivé, mais voilà. Mais le dessin a été est lié dans ma vie à tout ce que j'ai fait. J'ai jamais fait de petit boulot, par exemple. Enfin, j'ai été stagiaire, mais j'ai tout de suite fait des dessins. Je faisais des affiches pour des boulangeries, des choses comme ça. J'allais montrer mes dessins aux commerçants, leur disant « je peux vous faire un truc pour... vous mettriez en vitrine, etc. » Très tôt, voilà, ça a été vraiment... Tout ça est probablement en vente sur eBay aujourd'hui, à un prix assez dément. Évidemment, vous l'avez dit, hein, très tôt, je sais ce que je veux faire. Le dessin ne s'arrête pas à l'adolescence, donc ça devient une réalité. Les dessins pour les commerçants, etc., etc. Les petits boulots n'existent pas, on dessine, et donc il va falloir choisir une école. On rappelle que c'est à 12 ans que vous revenez véritablement en France, au Cap Fréhel, et puis à Rennes. Vous allez étudier à l'école des Beaux-Arts à Rennes, et puis à l'école des Gobelins pour l'animation. Et puis, évidemment, il va falloir travailler, se lancer dans la vie active. Et la vie active d'un auteur de bande dessinée, c'est de publier des bandes dessinées. On sait que c'est pas le monde le plus facile à pénétrer, évidemment, parce que on appelle ça beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça va être quoi, vous, vos débuts, Riyad, dans ce monde de l'édition? Ça va être quoi les premiers boulots, et est-ce qu'ils vont être satisfaisants ou pas? Alors, j'ai pas fait les Beaux-Arts de Rennes, j'ai fait une école d'art appliqué à Nantes. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, mais il se trouve que à cette époque-là, je me suis mis à faire des bandes dessinées de manière un peu plus sérieuse et à les envoyer à des éditeurs. Voilà, ça a été à cette période-là où je me suis dit, il faut que je commence à démarcher les éditeurs, parce que je sentais bien que ma famille, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'allaient pas pouvoir m'entretenir pendant... Enfin, ils n'avaient pas un rond, en fait. Je me dis, il allait falloir que je passe vite à la vitesse supérieure. Et j'étais obsédé par les livres, j'étais complètement passionné par ça. Alors, il se trouve que j'étais pas du tout spécialement... comment dire, j'avais pas un talent éclatant. Enfin, je sais pas comment... Finalement. Oui, finalement. C'est-à-dire, par exemple, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai très souvent croisé dans ma jeunesse des enfants bien meilleurs que moi en dessin, par exemple, qui dessinaient mieux, qui avaient plus d'imagination, plus de culture graphique, etc. Mais ils étaient moins résistants, je pense. Ils ont tous abandonné au bout d'un moment. Ce qui fait que moi, j'ai jamais abandonné, et je me suis dit qu'il était impossible, par exemple, d'envoyer 100 projets à des éditeurs et d'obtenir 100 réponses négatives. Je pensais que c'était un truc naturel, qu'on ne pouvait pas échouer tout le temps. Et même si j'en faisais 1000, il y aurait forcément un qui passerait. Et en fait, assez rapidement, je suis entré en contact avec un éditeur qui s'appelait Guy Delcourt à l'époque, et qui m'a donné ma première commande. C'était sur un scénario d'un auteur qui s'appelle Corbeyran, et c'était un style de dessin très réaliste qui me convenait pas parce que je voulais raconter mes propres histoires, etc. Mais c'était très compliqué d'être un auteur complet à l'époque. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis vont arriver les pauvres aventures de Jérémy, c'est bien ça. Et ça, c'est le premier travail de ce que vous appelez l'auteur complet. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître de la situation, du scénario, du dessin, de la première à la dernière page. C'est des livres cultes pour certains. Moi, j'ai encore passé l'après-midi avec quelqu'un qui m'a parlé de Jérémy de long en large. On n'est pas dans l'adolescence chez Jérémy, on est dans le jeune adulte, va-t-on dire. Ça, c'était un aboutissement. Ah oui, le jour où j'ai signé mon contrat chez Dargaud, donc pour le premier tome des aventures de Jérémy, je le qualifie véritablement de plus beau jour de ma vie, en fait, ce jour-là. Parce qu'en fait, c'était très compliqué. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très compliqué quand on était un auteur de faire à la fois le dessin et le scénario, surtout quand on avait commencé comme dessinateur. Parce que les éditeurs aimaient beaucoup aussi séparer les rôles pour mieux contrôler ce qu'ils faisaient, ce qu'ils publiaient. Et donc à chaque fois que je présentais un scénario, moi qui étais dessinateur, on me disait non, on me les refusait tout le temps.
Et c'est à peu près cette période-là où j'avais beaucoup de refus en tant que scénariste. Je m'apprêtais à commencer une autre série en tant que dessinateur, avec un scénariste, que j'ai rencontré, un dessinateur de bande dessinée très important dans ma vie, qui s'appelle Émile Bravo, et qui a sorti un Spirou d'ailleurs récemment, enfin qui fait une série de Spirou extraordinaire là, et qui lui m'a présenté Johan Sfar, Christophe Blain et Mathieu Sapin, donc qui étaient déjà des auteurs à l'époque aboutis, et qui montaient un atelier. Et ils m'ont proposé de les rejoindre. Je me suis mis à ce moment-là à écrire mes histoires. Alors, quand je me suis mis en atelier, Johan faisait Le Chat du Rabbin, Christophe Blain faisait Isaac le Pirate, Mathieu Savin faisait une bande dessinée qui s'appelait Super Murgeman, et moi je devais faire autre chose parce que je pouvais pas faire de la bande dessinée historique parce que Blain en faisait, je pouvais pas faire de la bande dessinée sur le Moyen-Orient ou les choses comme ça parce que Sfar en faisait, je pouvais pas faire des trucs surréalistes parce que Sapin en faisait. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit mais je vais faire ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire parler du monde réel, de la vie à Paris, des jeunes en précarité, etc. Et c'est comme ça qu'est né Jérémie. Ah voilà, ça c'est donc pour les pauvres aventures de Jérémie. Alors, on va citer quand même le manuel du Puceau, Ma circoncision, No Sex in New York, La vie secrète des jeunes, évidemment, Retour au collège. Là, on voit quand même que les choses se dessinent. C'est-à-dire qu'à un moment, votre intérêt de raconteur d'histoire, en tout cas, va commencer à se focaliser sur une époque de la vie. Cette époque de la vie, c'est probablement la plus traumatisante de toutes, c'est l'adolescence, la plus joyeuse, la plus folle, celle où rien n'est encore décidé, où tout est encore possible, mais tout de même la plus traumatisante. Vous, dans l'adolescence, j'imagine que vous avez réalisé par après que c'était un thème récurrent, mais qu'est-ce qui, à votre avis, vous fascine à ce point dans cet âge de la vie ? Oh, je crois que c'est parce que j'ai des souvenirs très très clairs de l'enfance et de l'adolescence et que je me rappelle très très bien de la façon dont les enfants ou les ados se comportaient entre eux une fois que les adultes n'étaient plus là, par exemple. Et je trouvais aussi dans la façon dont l'adolescence ou l'enfance était représentée dans les livres ou dans les médias, etc., que ça ne correspondait pas à ce que j'avais moi-même expérimenté. Et donc je me suis dit que c'était intéressant que ça pouvait être intéressant que je montre ma vision des choses. Et donc c'est vrai que l'adolescence est devenue un thème, mais c'était très peu intellectualisé. C'est simplement que je me suis mis à faire des livres là-dessus et j'ai fait plusieurs bandes dessinées comme ça sur l'adolescence, et ce qui m'a permis de rencontrer une productrice de cinéma qui s'appelle Anne-Dominique Toussaint, et qui aimait mes bandes dessinées et m'a proposé de réaliser un film. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai fait le film Les Beaux Gosses, sur des adolescents, justement. Sur les amours adolescentes particulièrement même, ou c'est pas votre avis? Non, mais disons que ce que j'aime beaucoup dans l'adolescence aussi, c'est le fait que les êtres humains sont pas du tout terminés. Non. Et qui sont, comment dire, on dirait vraiment des... Il y a une période de 3-4 ans qui va peut-être de 13 ou de 12 à 17 ans où c'est vraiment des mollusques quand même à cet âge-là. Je ne sais pas comment les décrire. Je me rappelle quand on faisait le casting des Beaux Gosses, j'avais demandé au directeur de casting, je veux que des ados avec des tronches pas possibles, je ne veux pas de minets ou de petites nanas trop mignonnes, je veux des mecs. Et il me faisait défiler, il allait dans les collèges, il donnait je lui avais fait des dessins de type de mecs que je voulais, puis il me disait mais t'es sûr et tout, et en fait j'arrivais dans la salle de casting et c'était la cour des miracles où vous savez dans la guerre des étoiles quand ils entrent dans le bar la Mos Eisley là, tout à fait, les mecs qui se tournent, il y en a un qui a une tête longue, l'autre qui a des trucs qui se... Et quand je les ai vus comme ça, je me suis vraiment dit mais c'est génial, il faut parler de parce que c'était pas seulement parler des ados, c'était les ados dont on ne parle pas. Voilà, je voulais Évidemment. parler de. Et donc, ce qui était très drôle lors de ces castings, c'est que l'idée donc de ce film était de faire un film avec des ados qui n'avaient rien fait, qui n'étaient pas acteurs. Et donc, quand je les faisais faire des
je les faisais faire des essais, etc. Il y avait toujours l'ado plus beau que les autres ou la fille plus mignonne qui était persuadée que c'était elle qu'on allait choisir. Et moi, je choisissais toujours celui qui avait une tête de grenouille ou qui était... Et c'était le plus beau jour de sa vie à chaque fois. Il disait, c'est pas possible. Et il savait pas parler. Il y a même des mecs que j'ai pris uniquement parce qu'ils étaient géniaux dans l'apparence. Et si vous regardez dans les Beaux Gosses, il y a plusieurs personnages qui apparaissent très souvent dans le cadre, mais qui ne parlent jamais parce qu'ils jouaient très très mal. Mais je trouvais que leur tête était vraiment géniale. Et ce qui est très émouvant avec ces... Parce que dire comme ça, on pourrait croire que c'est un peu cruel. Moi-même, j'ai eu un physique ingrat. J'ose pas dire que je l'ai peut-être encore un peu, mais je l'ai eu à l'époque. Et j'ai gardé contact avec beaucoup des jeunes ados qui ont joué dans les Beaux Gosses. Et souvent, notamment sur Facebook ou Instagram, je tombe sur leur profil et je les reconnais pas par rapport à ce qu'ils étaient quand ils étaient ados. C'est devenu des gens, vous savez, c'est vraiment les vilains petits canards qui sont devenus des cygnes. En fait, on se dit mais c'est dingue. Il avait une tronche pas possible. Et là, c'est devenu quelqu'un qui a l'air à peu près normal. En fait, il a fallu passer par l'étape mollusque. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que j'ai une fascination complète pour cette période. La manière dont certains sont très sûrs d'eux et certains sont très violents, certains sont très timides, très amoureux. Enfin, tous les sentiments sont extrêmement puissants en fait à cet âge-là. Donc, on est en ébullition, oui, pendant l'adolescence. C'est une deuxième naissance, je dirais un petit peu. Il y a un moment où on quitte vraiment quand même le monde de l'enfance pour se confronter au réel, et on se rend compte que tout ce que nous ont raconté nos parents, c'est pas forcément vrai. Déjà qu'on n'est pas forcément peut-être les plus beaux, qu'on n'est pas forcément les plus forts, qu'on n'est pas forcément les plus intelligents. C'est dur, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a une confrontation avec le réel qui peut parfois être brutale. Brutal, c'est un bon mot, évidemment, parce qu'on a un petit peu sauté dans le temps. On va revenir, évidemment, au cinéma, aux Beaux Gosses, mais il y a Pascal Brutal. Pascal Brutal, c'est un personnage absolument incroyable. Le thème de Pascal Brutal est éminemment politique, surtout quand on va se concentrer plus tard sur l'adolescence, qui porte cette vision-là au pinacle. C'est la virilité pour les garçons. On dit aux garçons qu'ils doivent être extrêmement virils. Pascal Brutal, vous avez renversé ça en nous dessinant un homme plutôt bien bâti, Pascal, mais dont toutes les histoires vont remettre en cause la virilité apparente. Est-ce que vous avez conscience du point de vue extrêmement politique, pour le coup, de Pascal Brutal quand vous créez le personnage ? Disons que, alors, à l'époque où j'ai créé Pascal Brutal, c'était en 2002, et à cette époque, 2002-2003, et à cette époque-là, j'avais fait quelques livres déjà, mais je racontais des aventures justement d'ados un peu mal dans leur peau, de type un peu malingre. C'était des espèces d'images un peu projetées de ce que j'étais ou de ce que tel que je me ressentais. Enfin, je trouve le loser un petit peu, voilà. Et je me suis dit à un moment, je me dis mais je vais pas passer toute ma vie à faire des histoires de ringard et tout. Si je me créais un personnage d'un gros balèze, etc., quelqu'un qui n'a pas été fait, en fait, parce qu'aux États-Unis, il y a Arnold Schwarzenegger, Stallone, en Belgique, vous aviez Jean-Claude Van Damme, mais il n'y avait pas l'équivalent français du gros musclos, du mec un peu. Il n'y avait pas, il n'y a pas le français comme ça. Et en fait, je tournais autour de l'idée, et en fait, ayant été moi-même pas particulièrement malingre, pas du tout sportif, etc., j'ai très souvent été en confrontation avec des hommes beaucoup plus musclés, forts, bien bâtis, qui vous cassent les couilles. Pardon, j'ai dit un gros mot. Vous embêtent, vous savez, au sport, des sportifs, des mecs comme ça. Et je me dis, il faudrait que je trouve un personnage comme ça, dans ce style-là, mais je cherchais autour de l'idée, j'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose. Et à l'époque où j'étais en atelier avec Sfar et Blin, j'étais dans une toute petite pièce, parce que je payais moins cher que les autres dans l'atelier, donc j'étais un peu dans le placard, mais j'étais content, je pouvais fermer ma porte, et je faisais mes BD comme ça. Et Sfar et Blin étaient déjà des vedettes, un petit peu à l'époque. Il y avait souvent des journalistes, des libraires qui venaient les voir, qui les interviewaient, ça m'impressionnait beaucoup, parce que moi, personne ne venait absolument jamais me voir. Et un jour, j'étais dans mon bureau, comme ça. La porte était fermée, j'étais en train de dessiner, et ma porte s'ouvre, plam, comme ça. Et là, il y a un libraire de BD qui entre dans ma pièce. Et le mec, c'était un type assez balèze, avec une nuque comme ça droite, vous voyez, avec des bourrelets derrière comme ça,
une petite coiffure avec du gel, mais rasée comme ça. Et il faisait mauvais temps, mais il avait des Ray-Ban. Vous voyez, comme ça. Et il rentre comme ça dans mon bureau sans frapper. Il n'avait pas frappé, pas du tout. C'était un libraire. J'avais fait peut-être 2 BD à l'époque. Il entre, comme ça, puis il regarde autour de lui dans ma pièce. Comme ça, comme s'il était chez lui. Et puis il me regarde dans les yeux, comme ça, puis moi j'étais là. Et puis il me regarde, puis il me fait: alors Toutouf, continue à faire sa petite BD? Alors je le regarde, je fais ouais, parce que j'avais peur d'être mal poli envers lui. Je pensais qu'il vendait mes BD, donc puis il s'appuie sur mon bureau, puis il fait: bah c'est bien, hein? Allez, continue là. Puis il sort. Et en fait, c'était mon personnage qui est entré dans mon bureau. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était bien balèze, etc. On sentait qu'il devait avoir une sexualité quand même assez imposante avec des femmes, etc. Et en même temps, on sentait qu'il n'était pas si beau, enfin même il était plutôt moche, il avait un peu du bide et tout. Et mais il était persuadé d'être super balèze, etc. Et je me dis, mais c'est génial, c'est ce mec-là que je vais... Alors, je l'ai créé, Pascal, suite à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce libraire, je ne lui ai jamais dit, en fait... qu'il était. Et lui-même est devenu ultra fan de Pascal Brutal, de son côté. Et c'est ça pour vous raconter. Et en fait, à chaque fois qu'il me voyait, il me sortait des petits trucs un peu humiliants. Vous savez, toujours pareil. Genre, ah, ça tout, putain, attends, là, qu'est-ce que t'as fait, ta BD, il est nul, là. Mais non, je déconne et tout. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Vous savez, le mec, un peu comme dans Retour vers le futur, la Biff Tannen, vous savez, allez, McFly et tout. Et moi, j'étais, et tout. Et il me disait, ah, j'aime bien, moi, j'aime pas tes trucs. Le seul truc que j'aime bien, c'est Pascal Brutal. J'adore, à toi. Ça, je trouve ça bien, à toi. Et en fait, voilà, je lui disais rien. Je lui disais pas que c'était lui, quoi. J'avais peur qu'il me... Et un jour, en fait, mes bandes dessinées étaient souvent sélectionnées à Angoulême dans la sélection officielle. Et pendant plusieurs années, j'ai été en sélection et je n'ai pas eu de prix. Et plusieurs fois, notamment, c'était pour le premier tome de Pascal Brutal qui avait été sélectionné. Donc, je crois ce libraire à Angoulême. Et il me dit, il se fout de ma gueule ce jour-là, il me dit, ah, j'avais pas eu le prix, puis ah putain, bah t'as pas eu le prix, mais c'est normal, il y avait plus fort que toi, regarde, qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir le prix là et tout. Et en fait, un truc est sorti de moi à ce moment-là, et je lui dis, ouais, et ben tu sais quoi, et ben Pascal Brutal, c'est toi, d'accord? C'est toi qui m'a... Et en fait, je vous jure que son visage est devenu blanc. Il m'a regardé et il a fait, non, putain. Et il revoyait toute l'histoire, parce qu'en fait, il m'en avait tellement parlé de ça. Et en fait, je sais pas si c'est lié, mais il a arrêté d'être libraire de BD et j'ai plus jamais entendu parler de lui. C'est un... Et tout ça... Et donc c'est tout ça pour raconter que c'est en effet, Pascal est une confrontation avec la virilité. Voilà, c'était, je me confrontais dans les histoires à ces mâles dominants, ultra chiants, enfin excusez-moi, j'emploie des gros mots, mais qui sont vraiment pesants, et comment faire, voilà, et d'essayer de se mettre à leur place, de voir comment et j'ai adoré faire ce personnage. Il vivait dans un futur proche en France où Alain Madelin était président, c'est un homme politique français. Paris était interdit aux pauvres. Voilà, Paris était... J'imaginais une sorte de futur post-apocalyptique comme ça, et j'avais adoré faire cette bande dessinée, puis j'ai arrêté. Si mes souvenirs sont bons, la Belgique était une ginarchie. Oui, tout à fait. Oui, j'avais imaginé qu'en Belgique, voilà, il y avait les femmes avaient pris le pouvoir, et que pour se prémunir, justement pour garder le pouvoir et ne pas trop être tentées, elles imposaient des tuniques anti-virilité aux hommes. Donc c'était des sortes de grands voiles comme ça, et comme Pascal étant l'homme le plus viril du monde, il se retrouve en Belgique avec une tunique comme ça, il ne pouvait plus avoir son pouvoir de séduction. Donc voilà, j'avais tout un... Et on verra que c'est une idée que vous n'avez pas laissée de côté, que vous allez réutiliser plus tard dans votre carrière. Ça c'est pour Pascal Brutal, relisez évidemment Pascal Brutal, pour comprendre aussi le choc qu'a dû avoir ce libraire en l'occurrence. Le premier film, c'est Les Beaux Gosses, vous en avez parlé, hein, du casting, des mollusques. Il va révéler Vincent Lacoste, qui est depuis devenu une superstar hein, du cinéma français. C'est un film qui va surtout vous amener au César, Riyad Satouf, du premier film, et qui va être un succès public considérable.
Est-ce que là, parce que finalement c'est votre premier succès de masse, parce que la bande dessinée, ça marche, mais on n'est pas dans le succès de masse. Les Beaux Gosses, c'est là que vous faites la rencontre avec le succès de masse. C'est vrai que Les Beaux Gosses, c'est donc un film, quand on a commencé à travailler dessus, personne ne voulait le faire, c'est-à-dire avec ma productrice, Dominique Toussaint, on allait démarcher les financiers, parce que quand on fait un film, on le fait avec l'argent des autres, on le fait pas avec son argent. Donc on essaie d'aller voir des chaînes de télé, on leur dit on va faire un super film, ça va être génial, mais donnez-nous de l'argent pour le faire, etc. Et donc personne ne voulait le faire, notamment à cause du fait que les ados étaient moches. En fait, dans le scénario, c'était mis les ados dans le scénario, c'était mis physique ingrat, Hervé, boutonneux, nana. Et en fait, les gens vraiment ne voulaient pas s'engager. Ils disaient mais vous dites moche comment en fait moche, vraiment moche ou moche, beau, un peu moche Et je disais, non, moche, vraiment. Puis je leur montrais mes photos de classe et tout. Alors donc personne ne voulait. Puis finalement, on a réussi à le monter avec un tout petit budget. Et donc il se trouve que c'est devenu tout de suite un énorme succès comparativement à ce qu'il avait coûté. Donc tout le monde, il y a eu beaucoup de gens à aller le voir en salle. Et en effet, on avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et on avait obtenu le César du meilleur premier film. Et donc suite à ça, c'était assez simple pour moi de faire un deuxième film. Tout le monde voulait faire mon deuxième film en fait. Ah bah oui. Et donc je me suis dit bon, il faut que je profite là que tout le monde veut faire mon film. Je vais essayer de faire le film que je pourrais faire qu'une fois dans ma vie. Faut que je réfléchisse, faut pas que je fasse encore un film avec des ados. On va faire autre chose. Et donc là j'ai eu l'idée de Jackie au royaume des filles, qui est une sorte de film où sur l'arbitraire en fait, c'est-à-dire j'ai inversé le conte de Cendrillon en imaginant un univers parallèle dans lequel les femmes ont le pouvoir, on les attribue du pouvoir masculin dans notre monde, c'est-à-dire toutes les militaires sont des femmes, c'est une sorte de dictature un peu comme en Corée du Nord, mais où ils se repassent le pouvoir de mère en fille, etc. Et les hommes, les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris, les hommes portent des grandes tuniques parce que sinon leur corps les excite trop, enfin voilà, j'ai inversé toutes les valeurs du patriarcat. Et donc on a fait ce film, donc tout le monde trouvait que l'idée était super, les financiers étaient là, mais quelle idée magnifique, c'est super, ça va être génial, et tout. Alors on tourne le film, on avait un super beau budget, et le film sort, énorme échec, un four total, personne ne va le voir, les critiques trouvent que c'est complètement nul à chier quand ils le voient, ils vont terminer. Et donc là je me rends compte que ma carrière en fait est terminée, parce que mon téléphone ne sonnait plus du tout. Avant, j'avais beaucoup plus d'amis. Très très peu de gens m'ont appelé en fait suite à ça. Je me suis vraiment retrouvé un petit peu comme le général de Gaulle dans sa traversée du désert. Vous voyez. J'avais beaucoup de temps devant moi, plus aucun projet, et je m'étais éloigné du monde de la bande dessinée. Je pouvais pas faire de troisième film, ça c'est sûr, parce que là, c'était une catastrophe industrielle. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon bah si ma vie doit s'arrêter, faut que je fasse cette bande dessinée à laquelle je pense depuis très longtemps sans avoir jamais osé l'aborder de front. Il faut que je raconte mon enfance au Moyen-Orient, mes années en Libye, en Syrie, etc. Et je me suis mis à dessiner l'Arabe du futur à ce moment-là. C'est comme ça que ça a commencé. Mais j'avoue que sans l'échec de Jackie, je ne suis pas sûr que je me serais remis comme ça à la bande dessinée. Je me suis souvenu en fait que ce que j'aimais le plus au monde étaient les livres, et que je m'étais éloigné en fait en faisant des Mais qu'est-ce que ça a de si grisant le cinéma? Parce que on rappelle que le casting de Jackie au royaume des filles, tout le monde voulait aussi être dans le film de Riyad Setouf. Hein. Il y a Charlotte Gainsbourg, il y a Anémone, enfin il y a un monde fou. Je les ai tous entraînés dans l'échec total. Ouais, bravo d'ailleurs. Oui, c'est le seul échec connu de Charlotte Gainsbourg, peut-être. Non. Non, je rigole. Ah. C'est pas vrai. De Vincent Lacoste, oui. Non, pareil. Non. Ils ont fait pire que Jackie, hein. Mais je les ai quand même entraînés dans. Vous riez, vous souriez de cet échec en disant voilà, j'ai plus d'amis, je vais revenir à la bande dessinée. On va arriver évidemment à l'Arabe du futur, qui naît de cet arrêt temporaire, parce que vous y reviendrez, à cette carrière cinématographique. Merci Riyad. L'échec, c'est quelque chose dont on parle très peu, qui reste tabou. Hein, on vit dans une société où il faut, comme Pascal Brutal, hein, être viril, gagner, remporter, être le premier, alors que ce que nous connaissons quand même le plus dans notre vie, c'est pas la victoire.
Ça vous pose un problème ou au contraire, vous célébrez l'échec? Alors, il y a évidemment le moment où on le vit et le moment où on décide d'avoir appris de lui. J'imagine que c'est quelque chose qui se forge de temps. Enfin, j'imagine pas, hein, je sais exactement ce que c'est aussi. Non, mais c'est vrai. Alors, il se trouve que mes bandes dessinées que j'avais fait avant mes 2 films n'avaient pas eu un succès non plus tonitruant. C'est-à-dire, c'était plutôt pas mal. Ça avait plutôt pas mal marché comparé à d'autres bandes dessinées qui sortaient peut-être en même temps, mais c'était vraiment peut-être, je sais pas, 50 fois moins que l'Arabe du futur. Par exemple, c'était un lectorat de gens avertis, qui aimaient la bande dessinée, qui étaient des spécialistes de BD. Je rêvais. Par exemple, j'allais souvent en dédicace dans la librairie, il n'y avait personne. Et je tombais souvent sur des mecs qui avaient que des garçons, par exemple. Et j'aurais bien aimé avoir des lectrices filles, par exemple. Ou même des familles, ou je sais pas, des gens que j'identifiais entre guillemets comme personnes de la vraie vie, plutôt que des garçons célibataires, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'était pas vraiment quelque chose de... Je vivais pas le succès non plus. Voilà. C'est vrai que le succès des Beaux Gosses m'avait vraiment impressionné. Mais l'échec de Jackie avait été tel que, en fait, j'avais eu peur à ce moment-là que je puisse perdre la possibilité de faire des livres. Voilà, c'était ça. Je me suis dit, ça a tellement foiré que ça se trouve, parce que les éditeurs m'appellent même plus, là. Ils me demandent même plus, tu veux pas faire une BD ou un truc comme ça, alors qu'avant, on me demandait. Donc l'échec était surtout la peur de perdre ce que j'avais eu tant de mal à obtenir, qui était de pouvoir raconter mes histoires, même si c'était un petit public, mais au moins je faisais ce que j'avais envie. Alors là, ce qui va commencer derrière Jackie au Royaume des Filles, c'est aussi une aventure éditoriale avec une maison d'édition qui s'appelle Alary. Vous allez lancer cet Arabe du futur, vous le dites, hein, je vais enfin faire cette bande dessinée que je dois faire depuis le début, à savoir raconter mon enfance et puis mon adolescence, Libye, Syrie et bien sûr en France. Hein, c'est là qu'on est dans le tome 4 désormais, le Cap Fréhel, Rennes, au retour en France avec votre maman notamment. C'est pas... Si j'avais été éditeur, et j'ai bien fait de pas l'être, si vous m'aviez dit, tu vas voir, ça va marcher, je vais raconter mon enfance à Termalé, à Homs, et ça va parler aux gens, j'aurais eu de sérieux doutes, Riyad. Aujourd'hui, je n'en ai plus, je trouve que cet Arabe du futur est absolument sublime, et pire, du tome 1 au tome 4, c'est presque comme si ça s'amplifiait, comme si ça devenait de mieux en mieux, ce qui est extrêmement improbable. À votre avis, outre le titre, qui je pense est un autre coup de génie, à quoi est dû cet engouement, et dès le tome 1, pour cet Arabe du futur? Bah c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer les raisons entre guillemets d'un succès. Enfin, c'est vrai que c'est... Non, c'est pas un succès entre guillemets, l'Arabe du futur. On parle de plusieurs millions de livres vendus. Oui, c'est vrai, c'est un super succès, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, faut voir les choses en face, c'est un carton. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la salle alors qu'on est à Liège, alors que je suis venu il y a 20 ans, croyez-moi, il n'y avait personne. Mais c'était pas ici. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Moi, je dirais que c'est parce que peut-être c'est une histoire familiale entre deux cultures et que les gens ont envie de savoir ce qui va... Alors, quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, il y avait quand même d'autres bandes dessinées qui avaient abordé l'autobiographie. Et je voulais raconter donc mes souvenirs de cette époque-là, puis je me suis dit mais en fait ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de faire un pas de côté et de mettre le personnage du père en personnage central et de parler plutôt de la fascination d'un enfant pour un père, un arabe d'extrême droite en fait, il était complètement d'extrême droite. Et de montrer comme ça tout ce parcours. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la façon de raconter le livre. Et c'est peut-être ça aussi qui parce que qu'on le veuille ou non, en fait, on a tous peut-être dans nos familles quelqu'un qui tient des propos excessifs, par exemple. Enfin, je sais pas, mon père était très raciste, par exemple.
Il admirait Pinochet, il admirait Saddam Hussein, il admirait Kadhafi. Bon, vous avez peut-être pas dans vos familles des gens aussi extrêmes, mais on a parfois un tonton qui, quand il a bu, dit des trucs un peu... Et le fait de les montrer comme ils sont vraiment, ou de montrer les gens comme ils sont vraiment, ça a peut-être touché les gens aussi, de se dire, mais il y a une honnêteté, je ne sais pas où ça va aller, qu'est-ce qui va devenir de cette famille. Mais je ne saurais pas expliquer. Ça, en tant qu'auteur, c'est encore autre chose, j'imagine. C'est que dans votre première bande dessinée, vous faites de l'observation. Évidemment, vous mettez de vous. Quand on commence à se lancer dans l'autobiographie, évidemment, on parle de la famille. Et évidemment, la famille, ce sont des personnages réels. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment, a pu être un frein à votre créativité, où vous vous êtes dit, si je raconte cette histoire, je dois y aller finalement sans penser à eux? Oui. Non, je me suis dit que j'allais la raconter telle que je l'avais en tête. Et comme finalement, j'étais devenu adulte, je me suis dit, bon, ils peuvent pas me faire grand-chose, en fait. À la rigueur, s'ils sont vexés, bon, qu'est-ce que je peux... Tant pis, enfin, c'est pas grave. Mais alors, j'ai changé les noms des personnages, etc. Mais alors après, ça faisait partie aussi de... C'est un petit peu comme si j'avais préparé tous les gens de ma famille à ce qui allait leur arriver avec mes précédents livres. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même d'une famille où on n'a jamais dit, enfin, je n'ai jamais dit un seul gros mot à la maison. Par exemple, je n'ai jamais abordé le thème des amours. Enfin, j'ai jamais ramené une petite amie chez moi, par exemple, jusqu'à méga tard, on n'a jamais. Et en fait, mes premières bandes dessinées, ont été très vite pleines de sujets sexuels, pleines de gros mots, souvent eu des problèmes même avec certaines censures, etc. J'ai eu des lettres d'insultes, etc. C'était très, très randonnant, très trash, en fait. Et donc, ma famille avait pris ça aussi quand même un petit peu en pleine face aussi, en se disant, ouais, en fait, on se doutait pas qu'il était comme ça, lui, dans sa chambre avec son... Et donc, en fait, quand est arrivé l'Arabe du futur, c'est comme s'ils étaient prêts, en fait. Voilà, je sais pas comment dire autrement. D'accord. Donc, ça c'est plutôt... J'ai pas eu de peur de ça, spécialement. De les blesser ou autre chose comme ça. Ce qui est très courageux, je trouve. Le titre, l'Arabe du futur, c'est un titre que je trouve d'une puissance folle. Je parviendrai assez difficilement à vous expliquer pourquoi. J'imagine que est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce titre, l'Arabe du futur? Alors déjà, j'adore le mot... vous le dites dans la bande dessinée. Je le dis dans la bande dessinée, mais il est vrai que j'adore le mot arabe déjà. Parce que arabe, en fait, c'est un mot qui était presque devenu un gros mot en français. C'est très très rare. Alors j'ai l'impression que peut-être que c'est grâce à ma bande dessinée, mais c'est revenu maintenant, on en réemploie le mot arabe. Mais il faut savoir qu'en France, on dit rebeu, qui est déjà le verlan de beurre, qui est déjà le verlan d'arabe. On venait sur un verlan de verlan. Alors que arabe, c'est al-arabe, c'est le nom d'une langue, c'est le nom d'une... Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit considéré comme ça. Et donc, mon père, lui, ne disait pas rebeu, il ne disait pas beurre, il disait arabe, t'es arabe, voilà. Et donc, c'est vrai que, comme je le raconte dans l'Arabe du futur, moi, quand je voulais pas aller à l'école, mon père, il me disait, mais tu dois aller à l'école parce que l'Arabe du futur va à l'école. Lui, en opposition, selon lui, à l'arabe du passé, qui était illettré, analphabète, etc., parce que lui-même était issu d'une famille de gens très pauvres, et il était le seul à être allé à l'école. Donc il vénérait l'éducation à l'école. Et ce titre a été présent tout de suite. Je l'ai eu en tête. Je l'avais en tête depuis longtemps, parce qu'en fait, j'avais même présenté un projet il y a une quinzaine d'années qui s'appelait l'Arabe de l'espace. C'est pas une blague. Enfin, si, c'était une BD comique, qui avait été refusée partout. Et je voulais absolument un arabe dans le titre. Mettre arabe avec la notion de futur, de progrès, de modernité. Puis en même temps, il y a quelque chose de très désuet dans ce titre. Il y a une espèce de nostalgie désuète, nationaliste. Ça ne veut plus dire grand-chose non plus, parce que comme les peuples se mélangent aujourd'hui, etc. Donc voilà, je tenais vraiment à ce titre qui contient aussi une part des rêves et des aspirations du père.
qui pensait lui-même être en train d'aider à bâtir le monde arabe du futur, en admirant des dictateurs qui forçaient les gens à changer, etc. Donc je trouvais que c'était, voilà, oui, ce titre était présent très tôt. Alors il y a tout un travail sur la couleur dans l'arabe du futur qui est très puissant, dont vous dites d'ailleurs qu'il est venu assez vite, pratiquement naturellement, hein. Les régions sont associées comme à des couleurs, comme si elles étaient des émotions, hein, finalement. Et puis l'arabe du futur, c'est un mélange absolument savoureux d'histoire, de géographie, d'autobiographie, de tragédie familiale et d'humour. C'est-à-dire que chez vous, Riyad, rien ne peut se traduire sans ça, comme si c'était la condition sine qua non de la survie. Vous voulez dire de l'humour ? Eh ben c'est compliqué d'avoir la prétention d'essayer de faire rire les autres. Parfois je me dis, putain, c'est vrai que c'est quand même très prétentieux de dire je vais vous faire un truc, vous allez rire. C'est arrogant un petit peu mais alors il est vrai que ça part d'une chose finalement assez simple, c'est que rire, c'est ce que je préfère le plus au monde personnellement. Et qu'il y a très peu de livres ou de films ou de choses qui me font rire. Et quand j'entends parler de la promesse de quelque chose dont on me dit que c'est très drôle, etc., je me jette dessus comme un affamé. Et donc c'est vrai que l'idée que je puisse faire des choses qui fassent rire les autres me plaît énormément aussi. Donc l'humour a toujours été présent dans mes bandes dessinées. Alors il y a des gens que ça fait pas rire, hein, mais de moins en moins, je voudrais dire. Mais, mais c'est vrai que je trouve que raconter une histoire dramatique de façon dramatique, personnellement, je trouve ça plus simple que de rajouter une couche d'humour. Et je trouve que de mettre de l'humour rend les émotions plus puissantes. C'est comme une épice supplémentaire qui augmente les saveurs. Je sais pas comment. Il y a des scènes beaucoup plus tristes quand elles sont dites avec humour, j'ai l'impression, que si elles étaient dites comme ça. Tout à fait. Alors il y a le côté travailleur chez vous. Je pense que si on vous entend parler, vous allez dire que vous êtes probablement un peu paresseux, mais j'ai des doutes quand même, parce que quand l'arabe du futur sort, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 aujourd'hui, tome 5 arrivera probablement à la rentrée littéraire prochaine, il y en aura toujours 6. Oui. Il y en aura toujours 6. Vous vous dites, au milieu de cette œuvre, qui va quand même me prendre 10 ans de ma vie, qui est quand même extrêmement massive, je vais sortir une autre série. Et cette série, c'est Les Cahiers d'Esther. Comment un esprit sain peut-il avoir l'idée, au milieu d'un travail aussi colossal que l'arabe du futur, de rajouter une couche de travail ? C'est souvent que les livres me semblent parfois avoir une existence en eux-mêmes, et que c'est pas moi qui décide. Enfin, je suis pas complètement maître des livres qui. Ils arrivent à un moment. C'est un peu comme des enfants non voulus forcément, mais à chaque fois je m'en occupe avec amour. Non, mais c'est vraiment. Il se trouve que quand j'étais en train de faire l'arabe du futur, cette bande dessinée a commencé à avoir du succès. Et j'ai un couple d'amis qui est venu dîner chez moi un soir avec leur fille que j'avais pas vue depuis qu'elle était petite. Elle avait 9 ans. Et en fait, elle voulait faire son intéressante, etc. Et elle s'est mise à me parler de son quotidien, de la façon dont les garçons se comportent avec les filles, de ce qu'elle aime dans la vie. C'était comme une petite radio qui se mettait à parler, à faire la maline, à raconter des milliards de trucs et tout. Et je me suis dit que ce serait hyper marrant d'en faire une bande dessinée aussi. Pour déjà prendre des vacances par rapport à moi-même, c'est-à-dire arrêter de montrer le monde à hauteur de moi-même, de machin. Alors en plus, c'était une jeune fille qui était populaire, donc il y avait des garçons qui étaient amoureux d'elle, etc., déjà très tôt. Donc je me suis dit, c'est marrant de montrer le point de vue de quelqu'un de différent de moi déjà. En plus, une fille, je connaissais pas du tout la façon dont se construisent. Je connais à peu près l'école des garçons, mais l'école des filles, Et donc je lui ai demandé si ça l'intéresserait que je fasse des histoires, des bandes dessinées avec ces histoires. Les noms, je change les lieux, etc. Puis l'idée est de faire une histoire par semaine qu'elle me raconte sur n'importe quel sujet, que je la transforme en bande dessinée et j'essaie de la suivre donc de ses 9 ans jusqu'à ses 18 ans. Voilà. Alors là, elle en a 14, hein. Il y a déjà eu 4 bandes dessinées. Esther a eu 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans.
comme par hasard, alors que vous n'avez pas dû y penser au début, hein, elle avait 10 ans, c'était une enfant, elle va être adolescente, ou elle est maintenant, hein, très clairement d'ailleurs, adolescente. C'est reparti, quoi. Oui, On oui. y revient toujours. Puis en même temps, voilà, c'était aussi l'occasion de revisiter ce thème-là en parallèle avec l'Arabe du futur, parce que dans l'Arabe du futur, je raconte l'histoire, entre guillemets, extraordinaire d'un pays étranger, c'est pas ordinaire. Et avec Esther, j'avais très envie de raconter justement la vie de quelqu'un de sans histoire, en fait. Une jeune fille mignonne, dont les parents s'aiment, qui n'a pas de problèmes familiaux, dont le frère lui casse les pieds, elle est ni pauvre ni riche, elle travaille plutôt bien à l'école. Qu'est-ce qu'elle a à raconter du monde dans lequel elle vit, et c'est étonnant, c'est une bande dessinée qui a eu beaucoup de succès aussi assez rapidement. Et maintenant, le succès arrive dans la vie de la vraie Esther. C'est assez rigolo parce que je lui ai dit donc de ne pas dire. Je vais conseiller vivement de ne pas dire quelle était la vraie Esther, oui, pour essayer d'être tranquille. Bon, en même temps, je change pas mal de choses, ce qui permet de la protéger quand même. Et au début, elle s'en fichait complètement de cette bande dessinée. Ce qui me plaisait beaucoup, elle était un peu comme un pingouin, vous savez, dans les documentaires, qui passe devant l'objectif et puis il continue comme ça. Elle s'en fichait complètement des BD. Elle voyait pas ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant. Et donc ça m'arrangeait parce que comme ça, elle inventait rien. Et puis là, en fait, surtout cette année, en fait, elle a organisé par exemple des anniversaires chez elle avec ses copines. Elle a des copines qui lui ont offert les cahiers d'Esther en sachant pas quelle était la vraie Esther. Et donc. Est-ce qu'elle connaît le libraire? Non, Pascal Brutard. Oui, c'est ça. C'est rigolo quoi, parce qu'elle vit des moments assez bizarres. Alors maintenant elle est en train d'être un peu ado, donc elle est un peu inhibée, elle a des boutons, etc. Et donc elle était au CDI de son collège. Et donc au CDI de son collège, ils avaient eu le dernier tome des Cahiers d'Esther qui était sur le présentoir. Ouais. Il y avait des mecs de première et de terminale qui disaient que c'était excellent, elle est géniale cette meuf, regarde et tout. Puis elle était à côté en train de dire c'est moi qui parle. Enfin, ça lui fait un truc quand même dans la tête. Ça commence donc je mets ça aussi en scène dans la bande dessinée. Elle commence à réaliser. Ça vous plaît parce qu'on a l'impression toujours qu'une vie d'artiste, quand on décide de l'être, il y a une certaine notion de liberté. Alors, une fois qu'on commence à travailler, j'imagine que tout ça devient relatif. Mais en tout cas, pour le grand public que nous sommes, on a l'impression que celui qui décide de ne pas aller au bureau, c'est celui qui a plus soif de liberté ou plus le courage, en tout cas, de conquérir cette liberté. Or, vous, finalement, vous êtes un artiste qui se lie lui-même les pieds, les mains, en faisant des séries au long cours, hein, comme l'Arabe du futur, comme les Cahiers d'Esther. Qu'est-ce que vous trouvez d'excitant là-dedans? En fait, c'est surtout que, comme je le disais, les projets arrivent d'eux-mêmes. Ce sont des très longues bandes dessinées et c'est vrai que je dessine beaucoup toute la journée. Alors, quand on parlait tout à l'heure des auteurs qui m'avaient marqué, il y en a un autre qui m'avait ultra marqué aussi, c'était alors qu'il n'y a pas grand chose à voir, quoique par certains aspects, mais c'est Saint-Exupéry par exemple. Alors quand j'étais ado, j'ai adoré ces histoires de pilotes, et à la fois de métaphysique spirituelle et de récits de voyage et l'aéropostale, etc. Je suis d'ailleurs toujours resté totalement fasciné par cette époque-là et l'œuvre de cet homme et tous les mecs de cette époque. Et je me rappelle, dans un de ses livres, je crois que c'est dans Terre des Hommes, que Saint-Exupéry raconte. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, donc les mecs pilotaient des avions qui tombaient tout le temps en panne et tombaient dans le désert et se faisaient attraper par des tribus morts et se faisaient torturer. Alors, dans le meilleur des cas, ils étaient revendus à la compagnie. Dans le pire des cas, ils étaient assassinés. Donc, bref, tout ça pour dire que il y a de nombreux pilotes qui expérimentaient la soif la plus absolue. Saint-Exupéry d'ailleurs a vécu ça aussi. Et Saint-Exupéry, je crois que c'est dans Terre des Hommes, il raconte qu'il avait un ami qui, dès qu'il y avait un liquide quelque part, quel qu'il soit, il le buvait tout de suite. Il ne laissait pas un verre vide. Il arrivait dans un truc comme ça, on lui servait du thé à 250 degrés, infect, servi par les morts. Il le prenait comme ça religieusement et il le buvait parce que il ne pouvait plus faire autrement que ça, parce qu'il avait connu une telle soif, il avait failli mourir de soif, qu'il vénérait
absolument de tout son être le fait de boire et de boire des choses. Et je dirais que, juste pour se comparer à ça, en fait, j'ai en permanence dans ma vie le souvenir de toutes ces mois, ces années où j'ai rêvé de faire des livres et où je ne pouvais pas le faire. Et que c'était ma passion et que j'étais persuadé que j'allais trahir, enfin que je n'arrivais pas que toute ma famille, ma grand-mère bretonne croyait en moi, que j'allais devenir un auteur, etc. Et je n'y arrivais pas. Et quand j'ai pu faire des livres, je fais des livres. C'est-à-dire je ne vais pas partir en vacances. Je sais pas comment. Ouais, je me lève le matin à 7h, je pense dans mon lit, le soir, j'arrive pas à m'endormir parce que je pense au livre que je vais faire. C'est une obsession, une passion, et je fais ça tout le temps et je n'arrêterai jamais. Donc je ne peux pas me dire, tiens, mes BD cartonnent, je vais partir aux Bahamas, par exemple. C'est impossible. J'adore avoir des lecteurs, j'adore leur parler. J'ai des gens très... maintenant, comme par exemple dans cette salle, ce sont des gens de la vraie vie. Enfin, il y a des familles, il y a des gens qui ne lisent pas de bande dessinée, qui sont... Voilà, je dis souvent que j'aime faire des bandes dessinées pour les gens qui n'en lisent pas, et j'ai envie de leur raconter la suite des livres, de faire d'autres livres qui... Voilà, c'était... Ouais, c'est formidable, hein, quand on aime ce qu'on fait. Je pense que ça s'appelle une vie réussie. La politique, c'est important, parce que probablement que tout écrit est politique. On a pu le voir tout à l'heure avec Pascal Brutal, au sujet de la virilité, des ados déclassés, pas des premiers de classe, ni des Roméo ou des Juliette de la classe, mais les autres. L'Arabe du futur, évidemment, encore plus. Est-ce que chaque fois que vous écrivez, vous avez la conscience de poser un acte qui est quand même quelque part un acte politique? Ou pas du tout? De toute manière, chaque livre est quand même politique. C'est-à-dire quand on fait un livre qui choisit de parler d'autre chose, enfin, le sujet qu'on aborde ou le fait de ne pas l'aborder est aussi c'est politique, tout le temps politique. Donc c'est vrai que moi personnellement je suis souvent mal à l'aise avec la prise de parole que peuvent avoir pas mal, enfin souvent entre guillemets des artistes ou des intellectuels sur la politique de leur pays, etc. Ou en France il y a beaucoup ça, il y a beaucoup d'acteurs qui donnent leurs avis, etc. ou qui soutiennent des candidats ou des choses comme ça, et qui s'expriment sur Twitter ou qui prennent position pour... Et le temps médiatique, en ce qui me concerne, j'arrive pas à le faire. Moi, je préfère m'exprimer dans mes livres, et je pense que quand on lit mes livres, on comprend peut-être les doutes, le cheminement de la chose, mais j'ai beaucoup de mal Oui, pour moi, la parole politique, elle est dans les livres, elle n'est pas dans les médias ou dans les choses comme ça. Si je me souviens bien, mais vous me dites si je me trompe, il me semble vous avoir entendu, et vous étiez d'ailleurs peut-être un des premiers à très vite avoir réagi pour le second tour de la présidentielle pour faire barrage à Marine Le Pen. Est-ce que je me trompe? Non, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je dis l'inverse de ce que je viens. Mais en fait, c'est tout simplement que. Je dis pas ça pour vous coincer, Riyad, évidemment. Non, mais vous avez tout à fait raison, parce que en fait, c'est que c'est très rare quand il se trouve que donc aux dernières élections, il y a donc la Marine Le Pen, donc l'extrême droite en France, était aux portes du pouvoir, et qu'en fait, moi j'ai connu le 21 avril avec Jean-Marie Le Pen et Chirac, et donc c'était il y a longtemps maintenant, où il y avait eu des manifestations gigantesques en France contre Le Pen, contre l'extrême droite, etc. Et aux dernières présidentielles, il n'y a eu absolument rien de tout ça. Il y a même beaucoup d'hommes politiques qui n'ont même pas appelé à faire barrage à l'extrême droite en disant que c'est la même chose, etc. Alors que pour moi, je pense que c'est pas la même chose. Et donc en effet, j'ai dit, mais il faut quand même... Enfin, moi personnellement, j'ai dit que j'allais voter pour Macron contre Le Pen. Je pense que Macron est quand même moins pire que Le Pen. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des... Enfin, des moments d'urgence. Ce sont quand même des moments qui... Enfin, ça me semble pas être un exploit extraordinaire que de dire je veux pas qu'il y ait les fachos au pouvoir dans mon pays. Il faut essayer de les empêcher d'arriver. Voilà. Peut-être une ultime question pour ce soir. Là, vous allez terminer l'Arabe du futur, il reste 2 tomes. Vous allez continuer la route avec Esther. Il reste 4 tomes probablement. 5, 4 ? Oui, 4. Probablement 4. Est-ce que, en boulimique que vous êtes, est-ce que vous savez déjà, est-ce qu'il y a déjà des choses qui attendent
et que vous trouvez insupportables d'ailleurs, qu'elles doivent attendre? J'ai plusieurs projets, oui, qui sont en attente depuis longtemps. D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est un peu comme l'Arabe du futur. Il y a des choses auxquelles je pensais quand j'étais très jeune, et elles se finissent par se concrétiser avec le temps qui passe, comme l'Arabe du futur. En fait, très tôt, j'avais eu envie de faire des bandes dessinées sur cette période-là, mais j'ai mis 20 ans avant de réussir à le faire. Et il y a plusieurs projets qui sont comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre projet qui va arriver, prendre leur place? Je sais pas vraiment. J'ai pas tellement l'angoisse de la page blanche ou des choses comme ça. Il ne semble pas. Hein. Non. C'est pas. Vraiment, comme je vous disais, j'ai l'impression des fois de tenir une espèce d'auberge un peu miteuse à l'orée d'une forêt. Et puis il y a des histoires qui sortent de la forêt puis qui tapent à la porte. Toc, toc, toc. Je voudrais vous raconter un truc. Puis là, je donne une mauvaise soupe. Puis après, j'écoute, enfin ça vient tout seul, j'ai de la chance, je touche du bois, c'est du vrai bois, mais je fais assez confiance à peut-être à l'inconscient, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une autre part de moi qui parle sans que j'ai vraiment de contrôle sur elle. Peut-être que ça va se tarir, hein, c'est possible, je ne sais pas. Vous avez toujours eu cette impression d'habiter cette auberge un peu miteuse au bord de la forêt, que les histoires venaient toutes seules, ou ça c'est plutôt une espèce de mythologie personnelle qui vient avec le succès? Le succès amenant évidemment quelque chose d'essentiel, la confiance. Non, parce que regardez, quand j'ai raconté l'histoire du libraire, c'est exactement ça. L'histoire a frappé à la porte et est entrée dans mon atelier, en fait. Donc c'est pas une coquetterie, c'est plutôt que j'ai, pendant très longtemps, pas fait confiance à cet aspect de la vie, peut-être. Je me suis dit, je vais fabriquer des choses, je vais réfléchir à un truc, je vais construire une histoire, je vais réfléchir à ce qui pourrait marcher, etc. Et ça n'a jamais vraiment réussi. Et j'ai commencé à, quand j'ai laissé venir les choses d'elles-mêmes, c'est là que ça a été plus convaincant, je crois. Donc voilà, je me dis, tant que ça vient, c'est bien. Si ça ne vient plus, je sais pas ce que je ferai. J'ouvrirai un restaurant, j'adore la manger. Je sais pas. C'est une bonne option. Eh bien, on va remercier Riyad Sattouf pour cette soirée. Merci Riyad. Merci beaucoup à vous, merci d'être venu. Merci Jérôme. Avec plaisir. Et je me permets de vous annoncer qu'à la sortie, les livres de Riyad sont